Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est la seconde émission de cette saison et la première où il est vraiment question de manga, parce que la semaine dernière c'était une série télé, c'était pas vraiment de manga. Et donc nous avons peut-être des petites perles cette semaine. Ouais, est-ce qu'on a des super méga hits? Enfin oui, mais... Enfin bref. Est-ce qu'on a des vrais coups de cœur? Bon, oui aussi un peu, bref. Dans notre besace en tout cas, il n'y aura aujourd'hui pas Akane Banashi et pas l'habitant de l'infini. Non pas que ça soit pas bien, mais on va leur réserver une heure entière d'émission. Donc là aujourd'hui on va garder de la place pour les autres tout simplement. En même temps, j'ai envie de te dire que Akane Banashi, vu la promotion qui s'annonce, vu comment il y a quand même toute une préparation pour accueillir ce titre, donc je pense qu'il a mérité d'avoir une émission rien qu'à lui. Et bon, l'habitant de l'infini, je pense que c'est quand même un titre culte. Moi je suis très très contente parce que j'étais une des premières à beaucoup aimer ce titre. Alors j'ai très très hâte de pouvoir vous en parler pendant une heure. Exactement. Habitant de l'infini et le spin-off suite. Ah oui. Qui arrive également. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille en lecture? On va essayer d'éclairer un peu cette rentrée tout simplement, on va faire quelques recommandations. Ça ne sera pas exhaustif pour beaucoup de raisons, mais vous connaissez cette émission maintenant, tout ne doit pas être exhaustif. Donc la rentrée manga 2023, c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour et rebonjour, bienvenue dans cette émission. Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, là, maintenant, tout de suite. Hey. C'est ce que vous êtes en train de faire normalement. Ou si vous nous entendez et que vous n'êtes pas en train d'écouter la 5e de couve, là il va falloir commencer à se poser des questions. Aujourd'hui nous allons donc disséquer, dépecer, charcuter et aimer cette rentrée manga. Salut Cagnard, salut Julie. Combien de mangas vous avez lu à peu près pour préparer cette émission? Salut. Moi j'ai l'impression de n'avoir pas lu beaucoup de titres. Alors que je crois que c'est toi qui en as lu le plus sur cette rentrée. Évidemment, il y a des bouquins qu'on a lus mais dont on va pas parler parce que... Oui, voilà, aussi. Hein. Parce que bof. Que bof, ouais, voilà, exactement. Ou parce que on leur réservera peut-être un peu de place à un autre moment. Il n'y a pas que du bof dans le pourquoi. Donc il y a Akane Banashi, l'habitant de l'infini, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, il y a d'autres titres qui ne sont pas bof et qui ne sont pas dans cette émission pour d'autres raisons. Voilà. Vous allez bien, vous êtes prêts? Allons-y. Est-ce que je fais un sommaire rapide avec le listing de tous les titres de cette émission? On va parler de Burger, on va parler des survivants d'Ormélion, on va parler de chiffres, on va parler de Eizouken, de Cherry Magic, qui aura quelques rééditions au programme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The World of Summoning, on parlera de Kaina of the Great Snow Sea, quel titre incroyable, je parle juste du titre. After God, Yokai Wars, Magu God of Destruction, Blank Space dans quelques instants, et le titre qu'on a lu tous les trois et qui nous a convaincus d'une manière ou d'une autre, tous les trois, en tout cas qui a attisé notre curiosité, c'est The Summer Hikaru Died. Yes. En anglais, l'été où Hikaru est mort. Parce que le titre japonais est Hikaru ga Shindanatsu, donc c'est dommage de ne pas l'avoir traduit peut-être en français, mais pour des raisons d'exploitation à l'international, on préfère garder les titres anglais. Moi je suis très contente qu'il soit arrivé. Manga qui est sorti aux éditions aux éditions Pika, qui totalise déjà 3 tomes, signé Ren Mokumoku, et qui a remporté un bon gros paquet de prix au Japon. Ouais. Il a eu les bonnes nominations sur les bons prix. Alors c'est toujours les mêmes prix, les Taisho et les Kono Manga Gasugoi, etc. C'est ces mêmes prix là où en général on retrouve des mangas coup de cœur ou des mangas intrigants. Et alors celui-ci il est intrigant un peu comme un Fujimoto. Ah oui? Non, tu trouves pas, Cagnard? Fait chaud, non? Ouais, c'est Moi, ça. j'ai un peu chaud. C'est un manga qui m'a donné très chaud. C'est moite comme manga. Alors, si tu me demanderas un titre de référence, effectivement, t'as pas tort. Moi, j'ai un petit peu plus pensé à To Your Eternity. Ah ouais? Dans la vibe mystérieuse mais évanescente en même temps. Alors, c'est un petit peu moins intense que sur le début de To Your Eternity.
Et c'est vraiment une lecture mystérieuse, quoi. C'est vraiment mystérieux. Il y a des trucs assez dérangeants dedans. Oui. On a même un petit peu de mal à connaître quelle va être l'intrigue, en tout cas sur les prochains tomes. Vu que là donc on a pour résumer rapidement en tout cas ce qui se passe dans The Summer Hikaru Died. Alors t'as Yoshiki et Hikaru qui sont potes depuis qu'ils sont petits et ils sont toujours collés ensemble, voire ils sont carrément inséparables. Mais cet été-là, Hikaru est parti une semaine dans la montagne et même s'il lui ressemble beaucoup en revenant, la chose qui est revenue auprès de Yoshiki, ce n'est pas Hikaru. Hikaru, pardon. Et du coup, voilà, on part de ce postulat-là, de son meilleur ami qui se rend compte que la personne en face n'est pas la personne qu'il connaissait. Et puis dès le début, je veux dire, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment dès le premier chapitre. Il dit non, c'est pas moi. Est-ce que ça te dérange ? Non, a priori non. Ouais, c'est ça. Je préfère t'avoir toi qui n'es pas mon pote dans le corps de mon pote plutôt que de rien du seul, tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, à partir de là, on va suivre un petit peu les pérégrinations évanescentes de leur amitié. Lui qui essaye de se souvenir des trucs que qu'Hikaru faisait avant, et lui qui se demande si c'est vraiment une bonne chose. Et voilà, c'est très mystérieux, c'est poisseux parce que il fait chaud, il fait très très chaud. Et moi, c'est un manga qui m'a vraiment donné chaud, mais chaud limite mal à l'aise un peu, tu vois, genre mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils racontent, je suis pas sûr, mais du coup très très intriguant. Et à partir du moment où j'ai commencé, vraiment je pouvais plus m'arrêter. Limite mon gros défaut, c'est que le tome 1, je trouve qu'il ne se suffit pas à lui-même. Un deuxième aurait été vraiment nécessaire pour moi. Ouais, mais il y en a pas assez de sorties au Japon. Oui, évidemment. C'est pas une vraie critique. Voilà. Non, mais c'est un petit peu enfin, c'est pas le problème, c'est juste que c'est pas un manga avec des sorties très 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 rapides. Donc, faut savoir aussi patienter. Et c'est un manga qui prend son temps, donc finalement c'est pas très grave. Oui, en fait il y a toute la longueur de l'été. Tu sens le côté moite, le côté de l'été japonais, quoi, très humide, en même temps très chaud, avec les bandes son interminables qui continuent, de ces cigales qui sont toujours là en arrière-plan qui sont visuellement extrêmement présent dans le manga. Oui. C'est criquet, c'est cigale, c'est gris. C'est fait pour étouffer pour donner un sentiment. T'as vraiment l'idée qu'il y a quelque chose d'oppressant qui se passe dans cette relation là qui a complètement changé du jour au lendemain. Moi j'aime beaucoup aussi cette idée que c'est une histoire d'ado qui se découvre, quoi, et ça m'a fait un peu penser au début de Gleipnir, le côté très moite, encore une fois. Et même les thématiques qui vont être abordées un peu plus par la suite moi j'ai beaucoup aimé déjà parce qu'on m'en avait parlé il y a 1 an à peu près, quand il a commencé à être publié en ligne, parce que maintenant c'est la pratique la plus courante, et c'était en 2021 à l'été qu'il a commencé à être publié, et je trouvais que c'était vraiment une combinaison mais géniale à la fois de thriller, d'horreur, parce que clairement on est dans quelque chose d'angoissant, d'hyper, même si on voit pas les effusions de sang, on sent qu'il y a quelque chose qui s'approche comme ça de plus en plus, qui est viscéral, et il y a quand même tout ce code de boys love, presque, de relations entre les garçons qui savent pas trop sur quel pied danser, amour, amitié. Alors est-ce que c'est un code ? Ça c'est une question pour nous qui ne sommes pas lecteurs de boys love. Est-ce que ce sont des codes ou est-ce que c'est juste une situation ? Oui, en fait je me suis posé la question. Est-ce que c'était volontaire ou pas ? Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment réfléchi du point de vue de l'auteur ? Après ça serait pas déconnant. Je pense que le lectorat Boys Love a quand même pris beaucoup d'importance dans le paysage manga au Japon, avec toutes les nuances que ça comporte. Je veux dire, ça peut être des choses très fleur bleue et parfois aller vers des choses vraiment très 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 extrêmes, voire trop extrêmes. Et là, on serait dans quelque chose de fantastique. Quel genre c'est genre inclassable. C'est pour le coup, je vais reprendre un petit peu Julie, parce que j'ai pas envie que les auditeurs en aient peur en entendant le mot boys love. Ah non, pas du tout. Parce que je sais que moi typiquement ça pourrait me faire prendre un pas de recul, me dire oui, j'ai pas spécialement envie de lire un boys love même si c'est fantastique. Là attention, c'est une notion qu'il y a où, et encore c'est même pas dit, c'est pas assumé, c'est pas non plus on n'est pas du tout sur une romance assumée de va-t-il m'aimer ou quoi que ce soit. C'est plus non, c'est
c'est pas l'objectif du manga. C'est quelque chose dans l'ambiance. Ça participe à l'ambiance. Je suis pas en train de dire que c'est malsain de mettre du yaoi. Par contre, je trouve ça très intéressant. Vous savez, on a déjà beaucoup dit qu'il y a des styles de manga qu'on trouve de moins en moins dans le marché, mais par contre on retrouve leur code dans des titres plus généralistes, et là je trouve que oui, il y a un petit peu ce truc là de effectivement, si c'est effectivement une histoire de boys love, franchement elle est parfaitement bien amenée, parce que j'ai pas l'impression d'être dans une romance, et si c'est pas le cas, ça sera pas grave, parce que c'est vraiment juste un élément du tout mystérieux pour moi c'est vraiment l'ovni de la rentrée, hein. C'est le truc le plus bizarre et le plus intriguant que j'ai lu sur cette rentrée. Moi je dirais que ce qui fait aussi sa force, c'est que c'est une ambiance angoissante, c'est quelque chose, on sait pas vers où on va, parce qu'on est du côté de Yoshiki qui voit ce qui ressemble à son pote ne pas du tout être son pote, et il se dit mais jusqu'où je vais devoir aller pour accepter ou non la réalité, et ça reste hyper émouvant. Enfin, je veux dire, il y a des moments où t'es vraiment touché par tout ce qu'il ressent de contradictoire, de je veux qu'il reste à côté de moi, c'est mon pote, mais en même temps, punaise, il comprend rien à ce que je lui dis. Enfin, il y a vraiment ce désarroi que tu ressens presque toutes les pages, et qui est vraiment super intriguant, parce que tu veux savoir comment ça va se terminer. Clairement, et j'ai l'impression qu'on est allé très vite, pourtant on a raconté l'histoire, et l'histoire, c'est seulement ce qu'on vous a raconté. C'est vraiment ça. Hikaru est parti à la montagne, il est revenu. Ce qui est revenu n'est pas Hikaru. Un point, c'est tout. L'histoire, c'est vraiment juste ça, le point de départ. C'est ça. Et tout le reste, c'est la relation entre les personnages et le pourquoi du comment de cette montagne. Parce que moi, cette montagne m'intrigue beaucoup, et c'est ce sur quoi j'ai envie que l'auteur appuie pour la suite. C'est peut-être pas ce qu'il va me donner, ça sera peut-être pas grave, mais en tout cas, moi, c'est la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a un élément là qu'on présente pas trop. En fait, c'est Hikaru lui-même qui, même s'il essaye de faire le maximum pour ressembler à la personne qu'il était avant, il est très inquiétant. Il y a quand même quelque chose de très malsain qui se passe avec lui. Et je trouve que c'est vachement bien, d'un côté, ce personnage qui dit ouais mais c'est mon pote quand même, faut que ça reste mon pote. Et de l'autre côté, tu sens que, comme Julie a dit, il y a une menace qui plane. Et ce Hikaru, même s'il sourit beaucoup, il a des crocs. Il est suspect quand même. Il est très très suspect. Et c'est vrai que ça donne un mélange détonnant. Et moi, très clairement, j'ai jamais lu quelque chose comme ça, tu vois. Et si tu me dis qu'en plus c'est un shonen, je dirais attends, c'est bien qu'on arrive à ce genre de récit hyper hybride où j'aurais toutes les peines du monde à le catégoriser, celui-ci. Je pourrais même pas te dire fantasy, je pourrais pas te dire fantastique, je pourrais pas te dire tranche de vie. Il y a un peu de tout, et la mayonnaise, bizarrement, elle prend avec tous ces trucs-là. Mais c'est pour ça que j'ai envie aussi de rapprocher ça de Fujimoto, tu vois, quand tu vois du Eri, quand tu vois ce genre de choses. On est dans cette famille. Oui, c'est vrai, ça se rapproche grande du Eri, famille, mais avec un peu plus d'introspection encore, je trouve. Peut-être, ouais. En plus, graphiquement, ça envoie, quoi. Ah ouais. Enfin, quand j'ai commencé à lire, je trouvais que tout match bien. Enfin, les dessins, l'ambiance choisie, comme je disais, le travail sur les onomatopées qui a dû être très compliqué au point de vue éditeur français, hein, donc chapeau bas. Mais je trouve que oui, c'est vraiment un super manga pour attaquer la rentrée. Alors pour attaquer la rentrée, oui et non, puisque du coup ce manga est déjà disponible pour les premiers chapitres en ligne, mais il ne sort que le 11 octobre. Il va falloir attendre un petit peu moins d'un mois et préparer ça pour Halloween, quoi. C'est pas mal aussi. Et c'est pas mal parce que si on nous dit quel est le meilleur manga pour Halloween, sans commune mesure, je dirais The Summer Hikaru Died. Il y a peut-être un autre concurrent. Ah ouais, pour Halloween. Bon, ok, d'accord. Allez. Donc ça sort le 11 octobre aux éditions Pika, et vous l'avez compris, c'est vraiment le manga qui a fait l'unanimité dans l'équipe autour de cette table. On enchaîne avec un autre univers, autre genre. On va aux éditions Saka pour un manga signé Kon Kumakura, qui est complet en 3 tomes et qui s'appelle Blank Space. C'est l'histoire de 2 lycéennes, l'étourdie Shoko, la discrète Sui, qui se lient d'amitié. Mais Sui cache un secret, elle a la capacité de matérialiser toutes les choses qui lui passent par la tête. Et lorsqu'elle se fait harceler au lycée, son pouvoir menace de donner vie au pire. Très intriguant aussi, très, très, très différent, très intriguant. C'est vrai que sur ce pitch,
parce que moi je ne connaissais pas le pitch avant de commencer le manga, et quand tu le comprends, tu dis bah elle est un peu nulle cette idée, tu vois, genre elle peut créer ce qu'elle veut, mais vu qu'il y a cette partie de il faut qu'elle comprenne le fonctionnement de ce qu'elle va recréer, en fait tout de suite, pour donner un avis général, c'est un manga qui a la capacité de te montrer ses ambitions. Il te montre pas grand chose dans le tome 1, mais par contre il te laisse très rêveur à ce qu'il peut raconter sur la suite, parce qu'effectivement t'as cette jeune fille qui est victime de harcèlement scolaire. Tu la vois continuer à préparer des objets de plus en plus compliqués. Au début c'est vraiment très simple, c'est des objets simples, et plus tu avances dans le manga et plus tu réalises l'étendue du pouvoir dont elle est capable. Et quand tu vois ce dont elle souffre à l'école, tu dis putain mais elle va faire un massacre, ça va être vraiment compliqué. Et du coup je trouve que c'est un manga qui prend son temps. On n'est pas sur un manga d'action où vraiment ça bastonne tout le temps, mais c'est la même, il a une capacité à te mettre dans une ambiance, parce que du coup tu étais plus dans le rôle de sa pote, tu te mets à la place de sa pote pour la narration, qui elle voit qu'elle est en train de partir en couille, et de la même manière je pense que quelqu'un pourrait voir un de ses amis victime de harcèlement au lycée, tu vois, et comment réagir dans ces cas-là. Sauf que là on est dans l'étape au-dessus, genre ma pote se fait harceler, mais il y a de grandes chances qu'elle commette un acte terroriste en fait, un bon Bowling for Columbine ou quelque chose comme ça. Et du coup c'est la même, j'avoue que j'ai jamais lu ça, un truc avec cet élément fantastique, mais l'élément fantastique de la création, il est tellement de manière réaliste en fait, c'est vraiment vu qu'il faut qu'elle comprenne exactement le fonctionnement de toutes les choses qu'elle reproduit. Il y a un truc très tangible dans ce manga où vraiment arrivé à la fin je me disais cette histoire est tout à fait crédible. Si on retire l'aspect tu vois création, je me disais oui c'est crédible, ça pourrait passer, mais vraiment très, très intriguant, et avec des dessins qui correspondent pas trop au style je trouve, et du coup ça marche vraiment bien. C'est un dessin un peu jeté, et moi j'aime bien les dessins comme ça, mais c'est vrai que dans une ambiance un peu thriller, c'est ce dont se rapproche ce titre, tu dis mais putain c'est bizarre, on dirait que l'auteur prend pas au sérieux son propre scénario, mais en fait ça marche hyper bien, ça te permet de garder un côté un peu léger entre les relations entre les deux copines, parce qu'elles s'entendent bien et tout, et en même temps tu sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment mal tourner à un moment quoi. Il est inarrêtable. En fait, non, moi j'avais noté des notes à mi-lecture, à mi-chemin, avant que l'on apprenne qu'elle était victime de harcèlement. Et donc j'avais mis sympa, dessin hyper frais. Et après tu te rends compte frais, que joyeux, lumineux. En fait, c'est pas si lumineux et frais que. Enfin, si, tout le contraste est sur ça, sur comme ça tu alterne. disais, le dessin qui est très aéré, qui est très qui est souple quelque part, et cette rigidité qu'elle a dans son pouvoir, parce qu'il faut qu'elle comprenne comment fonctionne un grille-pain si jamais elle veut faire un grille-pain, et qu'elle passe son temps comme ça à être perdue dans ses pensées. Et je trouve que c'est une façon vraiment super originale d'aborder ces sujets-là qui sont qui ont une grande histoire maintenant dans la culture manga, mais qui parfois peinent à être renouvelés ou à toucher à nouveau. Et là, c'est tellement émouvant de voir comment elle réagit à tout ce qu'elle subit sans forcément voir tout ce qu'elle subit, justement. Il y a pas le harcèlement est effectivement très présent dans le manga, mais vous remarquez qu'à chaque fois que l'auteur trouve une nouvelle façon intéressante d'aborder le sujet ou la situation, à chaque fois ça fait des choses vraiment intéressantes et originales. Ouais, tu déplaces en fait, tu déplaces le. C'est toujours une manière hyper intelligente, et les Japonais ont vraiment cette tendance-là au manga de prendre un sujet et d'y ajouter un élément qui n'a rien à voir, mais qui forcément t'intéressera un peu. Quelqu'un qui a un pouvoir de création, lui, ok d'accord, c'est intriguant. Ah en fait c'est pour me parler de harcèlement scolaire, mais je le sens très bien que c'est pas un manga qui est fait pour ne me parler que de harcèlement scolaire. Il a un vrai scénario derrière, il a une vraie idée, et je trouve que c'est vraiment ça, la balance est vraiment bien équilibrée entre le côté thriller et le côté léger on s'amuse, c'est des petites ados, elles rigolent. Ça s'appelle Blank Space aux éditions Saka Casterman, et c'est d'ores et déjà disponible. Cette fois, on rentre dans de l'humour et dans du frais et dans autre chose. Malgré le titre. Alors malgré le titre, effectivement, puisque vous allez voir même le début du pitch. Magu God of Destruction de Kei Kamiki, c'est un manga qui était bouclé au Japon en 9 tomes, qui était présent dans le fameux Weekly Shonen Jump, donc Magu.
C'est de très longues décennies avant le début de l'aventure. On a l'humanité qui doit faire face à Mag Menuek, un dieu de la destruction terriblement puissant. Et les hommes galèrent et puis finalement ils arrivent à l'enfermer dans une sorte de cristal sacré. Là on arrive de nos jours et la jeune Ruru Miyanagi, une collégienne un peu énormément décalée, bien dans son monde, trouve la gemme et elle l'explose, voilà, sans faire exprès. Et donc le démon de la destruction Mag Menuek est libéré. Le mal revient désormais sur Terre et ni une ni deux. Eh bien, Ruru, elle renomme ce petit Cthulhu Magoo. C'est l'épisode de South Park. C'est un peu ça, ouais. Avec Cartman et Cthulhu. Et ouais, c'est une sorte de petit Cthulhu, si tu veux. Et donc, elle le renomme Magoo. Elle l'invite chez elle, où elle vit seule, sans réfléchir aux conséquences, au fait que c'est inhabituel de voir quelqu'un qui se balade avec une sorte de monstre qui parle dans la rue. Ils doivent cohabiter. Et puis, voilà, un jour, ils se comprendront parfaitement, mais ce jour-là n'est pas arrivé. Enfin, si, probablement au bout des 9 tomes. Et tout marche sur le quiproquo, tu sais, c'est ce Magoo, c'est une sorte de un mélange de chiot affolé et de chaton devant un concombre. Quoi? Waouh. Vous avez jamais vu la vidéo des chats devant les concombres? La première, mais pas la deuxième. Non, moi non plus. Non, vous connaissez pas ces vidéos-là? Non. Ah mais regardez chat et concombre sur YouTube. Bah, j'espère que les auditeurs là tout de suite le font. Ah ben oui, ouais. Non mais c'est incroyable. Je le ferai après, mais... En fait, en gros, le chat, dès qu'il voit le concombre par surprise, il saute et il court partout. Il devient complètement On peut prendre par surprise un chat avec un concombre. Je ne sais pas, c'est le concombre, c'est comme ça. C'est les mêmes genres de vidéos que mettre une tostinette sur le crâne d'un bébé? Non, d'accord. Là, c'est avec un chat, c'est beaucoup plus sympa. Et c'est même pas un challenge. Parce que le cheese challenge est un challenge. D'accord, là c'est le cucumber. Là c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps sur internet. Vous n'êtes pas sur internet? Non, c'est non, mais à vos âges. C'est où internet ouais. Bref, donc du coup, bon, imaginez, voilà, un chat sous herbe à chat. Voilà, c'est bon, là vous avez l'image. Épisode de South Park encore. Et donc voilà, et ce qui est marrant, c'est la naïveté et pragmatisme de la collégienne qui est assez désopilant face à ce monstre qui veut toujours détruire le monde, mais sauf qu'il en a plus du tout la capacité. Elle fait ouais, tu feras ça demain, allez hop là, c'est parti. Et elle résout la majorité des conflits comme ça. C'est très mignon pour les plus jeunes, ce manga. Oui. Je le trouve très très accessible. Et là, alors c'est la parent's touch. Je trouve que ce qui est très appréciable, c'est que Magoo et Magoo. Et il y aura d'autres créatures démoniaques. Oui, il y a une étoile de mer après. Ouais. Mais elles s'expriment très bien. Et le décalage entre le discours des super puissances destructrices, ancestrales, machin, et la petite collégienne du Japon contemporain, quoi, qui est là genre, voilà, ça marche vraiment très très bien. Moi j'ai trouvé que c'était parfaitement dans les codes de ces binômes d'humour qu'on a depuis toujours, tu vois, depuis Doraemon, ce genre de truc. On est dans cette droite lignée, les codes sont parfaitement appliqués. Oui. Ça dépasse. Alors c'est sûr que ça dépasse pas. Des fois on aurait envie que ça déborde, mais parce que on est des lecteurs aguerris et un lecteur non aguerri, je suis pas sûr qu'il ait cette même envie. Et ça m'a même rappelé un peu Beelzebub par moment. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Après c'est le tome 1, donc peut-être qu'il y a des surprises qui arriveront par la suite. On sait pas trop. Mais non, après oui, c'est le fameux combo la mascotte et le jeune enfant, quoi. Et c'est ça, mais la version manga d'humour qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et c'est chez Nobi. Exactement, et c'est chez Nobi et c'est d'ores et déjà disponible. La suite, c'est avec un manga qui n'est pas chez Nobi, bien que chez Nobi, il y a un manga qui est ce nom-là. Oui, qui est pareil, à part que il n'est pas au pluriel. Tout à fait, voilà. Donc là, je vous parle de Yokai Wars, à ne pas confondre avec Yokai War. Oui. Qui est sorti il y a plusieurs Guardians, qui est sorti il y a plusieurs mois. Ça devient compliqué maintenant pour trouver les noms. Mais tous les titres ont été utilisés, du coup maintenant il te reste plus que les pluriels, les pronoms, tu vois. Et après il y a les isekai qui s'étalent sur 3 phrases. C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps
un spécialiste en protection internet qui donnait des conseils et qui disait que par exemple pour le mot de passe faut le changer, et si vous voulez des mots de passe compliqués, en fait la technique c'est de mettre une phrase au lieu d'un mot, de mettre une phrase, tu vois, j'habite à tel endroit. Et c'est marrant parce que quand il m'a dit ça, j'ai fait tout comme les isekai, ils ont fait exactement ça, c'est pour être sûr de ne pas se faire hacker, ils ont mis des phrases dans leur titre. Du coup maintenant ça veut dire prenez le isekai le plus long que vous connaissez pour faire vos mots de passe. Je pense, ouais. Pour vous protéger uniquement des gens qui n'écoutent pas cette émission, parce que maintenant les gens qui écoutent cette émission savent que vous avez choisi ça. On est sur une chapelle après, mais ouais, ça peut servir comme conseil. Bref, je reviens au manga pour de vrai. Yokai Wars de Yumisaki Misakix, un manga qui est toujours en cours avec plus de 10 tomes au Japon. On est dans un Japon contemporain avec un jeune garçon, Masora, qui tente de mener une existence ennuyeuse. Non, vraiment, c'est son but. C'est vraiment ne pas se faire remarquer. Il part du principe que moins il attire l'attention, moins il aura de problèmes. Jusque-là, même si il ne s'est jamais fait d'amis, du coup, il a réussi à slalomer entre les embûches de la vie scolaire. Il a réussi à jamais se faire embrouiller, jamais se faire harceler. Bon, voilà. Bien sûr, il s'inquiète, comme toute l'école, du tueur qui a l'air de rôder dans la région. Mais bon, c'est des collégiens, ils en rigolent presque. C'est juste qu'il fait la une des journaux, la une des réseaux sociaux. Mais bon, lui il y porte pas d'intérêt. Son but, c'est vraiment ne pas se faire remarquer. Donc, s'intéresser même à ce genre de sujet, ça ferait qu'il se ferait remarquer. On est vraiment sur un cas typique la grosse parano sociale. Personnage de manga. C'est ça. Et un jour où la tension est plus forte que d'habitude, il perd connaissance et il se réveille dans le village des yokai, en compagnie de Mikako, une lycéenne au caractère assez particulier, qui elle aussi ne se souvient pas comment elle a atterri ici. Et là, il y a une voix qui retentit à ce moment-là pour leur expliquer que le seul moyen de retourner chez eux, c'est de terrasser Wanyudo, un yokai très dangereux en forme de roue en feu. Donc ils n'ont plus le choix, ils doivent le défier pour survivre et s'échapper de cette drôle de cité des yokai. Et c'est un manga d'horreur. Oui. Tout simplement, en fait. Action, horreur. Voilà. Ambiance très très sombre. Alors, le côté horreur, il est plutôt côté horreur teenage. Film teenage. Vous voyez les films de l'été ? Oui. Genre Annabelle, ce genre de trucs. C'est les films qui fonctionnent pas mal au ciné. Moi je pensais, souviens-toi, l'été dernier. Mais bon, ça commence à dater. Ah oui, alors on essaye d'avoir des références qui ont moins de 20 ans, Julie. Oui, pardon. Et donc, voilà, on a des yokai serial killer, ce qui est assez rare, tu vois. On a le yokai qui fait mal. Là, on a un yokai serial killer avec un petit côté gaming, puisqu'il y a un système de vie, etc. Voilà, le manga moderne qui mélange plein de trucs, qui est absolument pas un hyper manga qu'on va vous conseiller comme The Summer Ika Who Died, mais qui, pour ce qu'il est bien. Oui. Mais moi, c'est à ça que je pensais quand tu évoquais Halloween, quoi, parce que c'est clairement le genre d'ambiance que tu veux avoir, les petits frissons de il y a un yokai qui va me rouler dessus. Ouais, c'est tout droit, c'est efficace. Il y a le petit côté un peu serial killer qui revient dans la ville. Il y a ce personnage féminin qui est totalement what the fuck. Ouais. À la lecture, ça m'a beaucoup fait penser à Gantz, bizarrement. Alors que là, on n'est pas sur un truc futuriste, mais plus un truc fantastique. Mais il y a vraiment ce côté, on est transféré dans un univers. En fait, c'est un jeu, c'est une partie. Il faut que tu battes le monstre pour pouvoir en sortir. J'ai pensé aussi au Seinen Otogi Matsuri, ça va te faire plaisir. Tu demandais des dédicaces de moins de 20 ans, voilà, là on est au-dessus. Et ouais, ça marche bien. Alors ce que je trouve assez difficile à notre époque, c'est de moderniser les yokai. Ils sont déjà tellement connus. Alors Wanyudo, moi je connaissais pas. Ah bah non, tu vois, et je trouve que justement c'est pas mal parce que genre même nous Français on commence à s'y connaître en yokai, tu vois. Ça veut dire que la culture elle s'est quand même vachement étendue. Et puis là ils utilisent un vieux yokai, mais il y a un petit élément que je trouvais assez drôle dedans, où en fait le yokai veut les tuer, mais il arrête pas de militer contre le réchauffement climatique. Alors je ne sais absolument pas ce que ça fait dans le manga, sachant qu'il précise que ce yokai n'a rien à voir avec le réchauffement ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça cool, moderne, tu vois, genre c'est marrant, ils ont fait passer leur petite, alors c'est pas une thématique du bouquin, hein, mais je me suis dit ok, c'est cool, c'est marrant, c'est original, ils essayent bien leur truc, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est what the fuck, Halloween-esque, qui sent bon l'été finalement, tu vois, ils auraient même dû le sortir un peu plus tôt presque, ce manga. C'est des trucs d'été en général. Et c'est sorti aux éditions Mana Books. Autre manga sorti aux éditions Glénat cette fois, c'est After God de Sumi Eno avec 5 tomes en cours de parution au Japon. Donc le premier arrive là à cette rentrée. L'histoire, c'est quoi ? Alors que des divinités ont envahi Tokyo,
Waka s'introduit dans une zone dangereuse, bien décidé à retrouver son ami disparu, là où vivent ces divinités. Seulement, la jeune fille est habitée par quelque chose. Est-ce que c'est le déclencheur de la destruction ou est-ce que c'est l'arme qui va sauver le monde? Et vous avez tous les deux été assez convaincus par After God? Ouais, plutôt. Ouais, c'était sympa. Alors, attention, amis lecteurs, dès le tome 1, accrochez-vous, parce que ça va très vite. On va très vite. C'est peut-être le petit défaut que je peux trouver au manga, c'est qu'à un moment, j'avais vraiment envie de ralentir un petit peu, genre juste qu'on prenne un peu de temps pour m'expliquer le contexte. Eh ben, lis moins vite. Mais c'est vrai que là, dès le début, en plus, il y a un truc, il y a un jeu de trahison, disons, dans les premières actions. Il y a genre, tu m'as trahi, mais en fait, non, c'est moi qui t'ai trahi et tout. Du coup, à la fin, je me retrouvais être le seul à avoir trahi personne, j'étais un peu déçu, tu vois. Mais ça marche bien, le dessin est très beau, c'est vraiment très fin. Et c'est hyper détaillé. Et c'est le genre de titre que j'aime bien, tu sais, c'est de l'urban fantasy. Ils ont pas trouvé un concept très compliqué, hein. Ils ont dit oui, c'est les dieux, quoi. Ils sont arrivés sur Terre, maintenant ils vont tuer du monde. Mais les personnages psychologiquement sont très instables et j'aime toujours ça chez les personnages, parce que tu sais que ça peut amener vraiment vers de la folie et tout. Donc il y a un bon petit moment de lecture, mais c'est une course, quoi. Ça cavale. Ouais. Écoute, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont contenues, ne serait-ce que déjà dans le tome 1, il y a énormément d'informations, ce concept de divinité elles n'ont de divinité que le nom, puisque en fait ce sont des entités qui ne sont pas reproductibles par image. On peut pas les filmer, mais si tu croises leur regard ou si elles entrent en contact avec toi, ne serait-ce que par la vue ou par la bouche, les oreilles, elles peuvent t'amener à la folie et te faire vivre des expériences qui t'amènent 90% à la mort, quoi. Comme certaines classes de vampires dans Mascarade. Oui, voilà. Et je me souviens que c'est un peu une claque, parce que tu vois aussi un Japon complètement post-apo, mais avec des éléments tangibles qu'on connaît ou qu'on retrouve de notre civilisation à nous, quoi. Et tu vois comment effectivement toute cette population qui donc là ça fait 10 ans en fait que ce genre de monstre est apparu, et ils se rendent compte à quel point ils sont impuissants, que ce soit les gouvernements, les armées, et là ils se retrouvent à devoir compter sur une jeune fille qui vient là clairement pour se venger des entités qui lui ont pris sa pote, quoi, en l'emmenant jusqu'au suicide. Donc il y a tout un contexte comme ça de le Japon a la gueule de bois, hein. Enfin, c'est oui, c'est journée gueule de bois là dans ce titre. Très. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que visuellement, il y a beaucoup de choses qui sont très recherchées. Enfin, je crois avoir vu sur Twitter des messages de Hiromu Arakawa pour dire After God, c'est bien, lisez-le. Ouais. Donc, je pense que ça vaut le coup effectivement d'y jeter un coup d'œil. Et le tome 1 est donc d'ores et déjà disponible depuis le 6 septembre dernier aux éditions Glénat. La suite, c'est avec un titre qui nous tient à cœur avec Cagnard, ça s'appelle The World of Summoning. C'est signé Yuki Kodama. Yuki Kodama qui a notamment fait le manga Bloodlad ou Demon Tune plus récemment. On avait adoré les deux, et là Yuki Kodama est de retour avec The World of Summoning, qui est un manga qui est déjà en France depuis un an. Ouais. Parce qu'en fait, il est pré-publié sur Isneo ou les autres e-libraires depuis un an, chapitre par chapitre, en même temps que le Japon. On s'y perd là. Et ouais, mais là, le tome 1 sort enfin en France, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va lui donner un peu de lumière. Oui. Parce qu'il le mérite. L'histoire de The World of Summoning, c'est l'histoire d'invocateurs, qui sont des êtres qui ont la capacité de faire apparaître diverses choses, des créatures qui viennent d'autres mondes. Et c'est au milieu de ces créatures venues de mondes parallèles qu'a grandi Tokoyo, dans une zone particulière de ce nouveau monde qui s'appelle Fantasy, qui est une sorte de ville pour tous les monstres qui viennent des univers parallèles. Et donc lui, il a qu'un rêve, c'est de devenir invocateur. Et pourquoi il veut devenir invocateur? Pour pouvoir procurer à toute sa famille d'adoption, tous ces gens avec qui il a grandi, des objets de leur monde à eux. Parce que s'il devient invocateur, il pourra invoquer des objets de tous les mondes. Et donc il pourrait fournir, je sais pas, imagine un truc qu'il n'y a que dans notre monde, une pomme particulière bien rouge empoisonnée par une sorcière, et hop, il pourrait l'invoquer. Et il rejoint dans ce cadre l'académie d'invocation pour faire une spécialisation vie pratique, sauf que quand il arrive, il ne rejoint pas cette spécialisation vie pratique, mais il intègre la classe des invocateurs d'élite.
La classe commando, la classe de la bagarre commando. Et a priori, on va lui réserver un traitement assez particulier dans cette classe parce que ce Tokoyo que personne ne connaît, il y en a 2 ou 3 qui ont l'air de le connaître. Ah, voilà. Qui ça? Pourquoi? Comment? Il forme très vite après un binôme avec la fille de l'entreprise super multinationale et spécialisée en invocateur. Et du coup, ça fait un duo vraiment particulier avec 2 personnages qui sont chacun dans leur monde. On parle d'univers parallèle. Et eux, ils ont chacun leur propre univers parallèle dans leur tête. Et ils vont tout droit et ils avancent. Et ils vivent à leur façon sans se plier aux règles ou en déformant les règles pour que ça puisse rentrer dedans. Et ces 2 personnages, sans parler de l'histoire en elle-même qui est plein de bagarres, qui est vraiment intéressante, rien que ça, je trouve que c'est super intéressant dans ce manga d'avoir ce binôme, ce premier binôme qui a sa façon de voir la vie. C'est un plaisir de retrouver Yukiko Dama. Moi j'aime vraiment au final quasiment tout ce qu'il a publié en France. C'est toujours un peu une future déception aussi parce qu'on sait que non, il ne fait pas des ventes de dingue aussi. Et surtout, pour moi, Yukiko Dama, c'est très compliqué d'expliquer. Tu vois, les autres titres précédemment, j'ai des arguments, je peux vous dire c'est bien pour ça, cette idée elle est bien. Et là par exemple, si ce n'est que c'est d'un classicisme pur, j'ai aucun autre argument. Il y a tout qui est sur des rails. Les dessins. C'est un classicisme pur, mais par exemple, la première épreuve, on va spoiler la première épreuve. Parce qu'on est donc dans une école. Donc qui dit école dit examen, examen d'entrée pour virer des élèves dès le début, tu vois, classique, comme dans toutes les écoles de commerce par exemple. De manga. Et comme toutes les écoles de manga, t'imagines. Et donc la première épreuve, ils doivent défoncer des zombies. Oui. Et ça, je trouve pas ça très commun. Oui, de démarrer avec une créature du milieu horrifique, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est pas très commun. Et du coup, comme je disais, moi, c'est assez frustrant pour moi parce que je trouve que ce mec est parfait en fait dans ce qu'il fait. Dans le shonen neketsu pur, je pense que c'est vraiment un des gars les plus forts qui est à l'heure actuelle. Sauf que ces séries ne prennent pas plus que ça à chaque fois. Et là, du coup, à part vous dire, c'est bien gratté, c'est drôle, c'est pas original pour un sou. Mais vous allez kiffer. Si vous aimez le shonen, si vous aimez le neketsu, vous allez kiffer cette lecture et vous allez en vouloir plus encore. Je suis d'accord avec toi, on en veut plus, mais je suis pas d'accord sur 2 mots que tu as utilisés. Un surtout, c'est neketsu. Je trouve pas que c'est que les personnages secondaires. Les autres mecs de la classe comptent du neketsu. Les 2 personnages principaux n'en ont pas du tout. Pour le moment, mais ils ont pas le sang chaud du tout justement. Lui, il est super réfléchi et là, je vais m'opposer encore une fois au classicisme. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, c'est très classique. Mais la résolution de cette première épreuve face aux zombies, ça n'a rien de classique. Non, je suis d'accord. Au contraire, il fait quelque chose qu'on n'attend pas du tout de ce genre de personnage qui a l'air tout gentil, tout mignon. On s'y attend pas. Non, mais c'est très froid, tu vois. Je suis embêté par cet auteur parce que je manque de superlatifs en fait pour dire, vous savez, même un manga classique, quand l'exécution est parfaite, ça peut être un petit bijou en fait, tout simplement. On n'est pas obligé d'aller chercher l'originalité absolument. Et en même temps, t'as raison. Il a une originalité dans son traitement des problèmes, on va dire, qu'il va avoir. Et en même temps, c'est un traitement qu'on connaît. C'est du traitement à la Gon, c'est du traitement à la Fly, tu vois. Il est proche des créatures parce qu'il les comprend, parce qu'il a vécu avec eux. Donc, il a pas du tout la même approche qui est de juste les zigouiller. Et c'est vrai qu'il y a un truc, il y a un truc assez original où tu dis ok, ça va être bien parce que en même temps, il a l'air très pur à la manière d'un Gun. Il a vraiment les grands yeux ronds, tu vois, de la pureté. On le voit tout de suite sur la couverture du tome 1. Oui, ça se voit. Qui est pas ouf, d'ailleurs, la couverture est pas ouf du tout. Mais vraiment, c'est un titre que je conseille fort et je conseillerais toujours de lire du Yukiko Dama. Quand vous vous dites il y a plus grand chose qui sort en shonen, retournez toujours voir du côté du Yukiko Dama. Vous avez aussi un aspect qu'on n'a pas tant que ça dans les mangas d'action, qui est une énorme partie d'humour en fait, pour résoudre des problèmes, plutôt que de s'embêter de vouloir monter de la tension. Là, tu vois la scène avec le requin, il choisit finalement l'humour pour en résoudre une partie. D'ailleurs, c'est pas toute l'histoire qui est résolue grâce à l'humour, mais voilà, il résolut une partie de cette histoire-là du tome 1 par l'humour, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite
pour aller voir autre chose. Et là, on arrive très vite dans des choses que Fire Force, par exemple, a mis 5-6 tomes à venir. C'est toute la partie secte. Religieuse et secte qu'on a déjà dans le tome 1 ou peut-être le début du tome 2 que Fire Force a mis beaucoup de temps à intégrer, alors que c'est super intéressant. Mais je pense que lui il va vite parce qu'il sait que ces séries elles durent jamais longtemps. allez l'essentiel, c'est sans moto vite, tu sais. C'est ça, donc ça sort cette semaine par rapport à la sortie de cette émission. Ça sort cette semaine, The World of Summoning de Yuki Kodama, et c'est d'ores et déjà disponible en pré-publication. Allons maintenant, restons d'ailleurs aux éditions Pika avec un autre titre, manga signé Tsutomu Nihei, qui n'est pas n'importe qui, sauf qu'il n'est pas le dessinateur, il est juste le scénariste de cette histoire, avec Hitoe Takemoto pour mettre en page le manga, s'appelle Kaina of the Great Snow Sea. Oui. On est dans un univers où les hommes vivent sur des arbres géants et ils découvrent qu'ils sont pas seuls sur cette terre puisqu'il y a une sorte d'élu qui arrive. C'est comme ça que tu m'as très très brièvement résumé ce manga, Julie. Ouais, enfin là c'est vraiment les grandes lignes. Hein. Mais je l'ai fait le plus court possible. J'avoue. Parce que en fait, dès le départ, on sait pas trop où on s'aventure. On comprend qu'on est dans un monde post-apo, mais parce qu'il y a des survivants humains, qu'ils sont sur une canopée, donc au-dessus des arbres. C'est ça, déjà, tu vis sur la cime des arbres, c'est étrange, tu vois, les arbres ça intrigue. Ne ressemblent pas à ce que nous on connaît, ça ressemble beaucoup plus à des espèces de bulles avec des troncs très, avec des espèces de boules un peu étranges, et surtout il y a des espèces d'insectes gigantesques qui rôdent, qui peuvent servir de nourriture, qui peuvent servir qui sont des prédateurs aussi, et au milieu de tout ça, il y a une princesse qui ne tombe pas du ciel pour une fois, mais qui surgit du sol, qui monte comme ça jusqu'à la canopée, et qui est venue parce que le monde d'en bas, c'est la merde toujours, et là où il n'y a plus qu'une seule grande étendue de neige qui a tout englouti, qui est en train d'engloutir encore plus de monde, de terre, et elle est venue pour trouver quelqu'un, le grand sage, qui, selon les légendes, pourrait sauver l'humanité. Et moi j'ai trouvé que c'était très très vraiment une très très bonne lecture, une très bonne découverte. Après il y a vraiment une énorme inspiration du Nausicaa de Miyazaki, de Ghibli, parce que vous avez tout là, que ce soit les équipements, les arbres gigantesques, les insectes géants, c'est clairement le même, cet univers-là qui a servi de base d'inspiration, je pense, aux deux auteurs. Et puis je trouve que le trait de Hitoe Takemoto est vraiment proche de ce qu'on a pu connaître du trait de Nihei. Donc quelque part on n'est pas dépaysé quand même. Je trouve que c'est une lecture très agréable, très fluide. On prend vite ses marques finalement. Et je sais pas, moi j'ai passé un très bon moment à découvrir les enjeux de ce monde, parce que Kaina, donc déjà, première surprise, et ça, on dirait que c'est un nom de fille, mais non, c'est pas une fille. Il vit dans un village où il est le seul jeune, et toutes les personnes à côté, qui l'entourent, qui connaissent depuis toujours, s'inquiètent vraiment, parce que eux ils savent qu'ils vont mourir et qu'il n'y aura plus rien après lui, et ils sont persuadés qu'ils sont les derniers survivants. Donc il y a cette espèce de... C'est très poignant aussi, parce qu'on se dit waouh, qu'est-ce qu'il va devenir. Et il y a aussi toute une réflexion sur la fin de la civilisation, la perte du savoir, de la lecture notamment, qui est super intrigante à être... j'aimerais bien voir où il va pouvoir développer cette intrigue-là. Et Tsutomu Nihei, donc c'est l'auteur de Blam, de Night of Sidonia, et j'en passe. Apo Sims aussi plus récemment. Le nom de ce manga, Kaina of the Great Snow Sea, qui est compliqué à retenir, vous l'avez peut-être entendu, puisque l'animé est déjà dispo depuis quelques mois sur Crunchyroll, parce que c'est un projet bicéphale qui s'est créé en parallèle, et pour l'anime et pour le manga. Tsutomu Nihei a signé les deux, quoi. Oui.
Oui, je pense que c'est un peu plus... Enfin, le manga est arrivé un petit peu après, mais effectivement, c'est un anime qui est disponible sur Crunchyroll. Et voilà, ça a été un projet développé avec Polygon Pictures. Donc, effectivement, peut-être que certains sont déjà beaucoup plus avancés dans la découverte du monde de Kaina. Mais voilà, Kaina, c'est disponible aux éditions Pika. Est-ce que j'ai la date de sortie sous les yeux? Oui, je l'ai sous les yeux. Ça sort cette semaine avec The World of Summoning. Les deux sortent le même jour, au même endroit. Frère de sortie. Je vous propose de changer totalement d'univers, d'arrêter la science-fiction, d'arrêter le fantastique, tout ça. Je vous propose de parler de hamburger maintenant. Oh. Chez Soleil sort une nouvelle collection consacrée aux mangas de bouffe. Il y a 2 mangas qui sortent, un sur les gyoza, un sur les burgers. Je fais ok, oui, pourquoi pas. Ils ont tout compris. Ça ressemble à un truc marketing, mais tous les trucs marketing ne sont pas dégueulasses, donc écoute, de toute façon, allons-y, je vais le lire. Je prends le manga de burger. La couverture, c'est vraiment un beau burger, ça m'a vraiment donné envie de ce point de vue-là. Puis du coup, je commence l'histoire, celle de Satoshi, qui est un ancien représentant commercial très talentueux d'une firme agroalimentaire qui a tout lâché pour ouvrir un resto de burgers, un petit restaurant de burgers où il peut presque connaître tous ses clients, où c'est même son but de presque connaître tous ses clients, et ses connaissances vont lui permettre de créer des hamburgers ultimes, un peu sur mesure aussi parfois. Wow. Et est-ce que cela va enchanter la clientèle japonaise ou tokyoïde ou non? Bien oui, ça l'enchante. Jusqu'à quel point, en revanche, il va devenir un grand restaurateur, ça, j'en sais rien. Mais j'ai été très surpris par ce manga. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc un peu commercial, un peu marketing. Je m'attendais à des petites histoires, ce qui est le cas. Premier chapitre, une histoire, elle est conclue. Deuxième chapitre, histoire, elle est conclue. Puis là, il y a un petit fil rouge qui est la galère pour tenir son restaurant qui s'arme, avec des gens de son passé qui, pour se venger, commencent à lui mettre des bâtons dans les roues. Une petite histoire d'amour avec son ancienne collègue. En fait, c'est assez cohérent parce que finalement, son entourage, quasiment tout son entourage, sauf sa famille, vient de son ancien emploi. Ce qui est très réaliste en fait, parce que quand on passe des années à travailler dans une boîte, évidemment que son entourage vient de cette boîte et que tes contacts professionnels, tu les as eus via cette boîte. Donc quand tu montes ton restaurant, c'est en te servant aussi des contacts de cette boîte. Donc en fait, finalement, la cohérence du manga m'a surpris parce que ce type de manga, un peu autoconclusif comme ça, par chapitre, je les vois pas spécialement dans ce type de bouquin sur la bouffe. Alors, est-ce qu'il y a un type de bouquin sur la bouffe? Ça, je sais même pas, mais... Ça restait très présent quand même. Ouais, c'est très présent et c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça qui sortent en France, mais voilà. Le fait qu'il y ait déjà un vrai scénario, j'ai fait tiens, ça c'est pas si commun que ça. Et surtout, au fur et à mesure du bouquin, je l'ai lu après manger. Je m'étais fait une bonne plâtrée et j'ai eu faim, mais tout de suite. En fait, je salivais au fur et à mesure du manga. En fait, très vite dans le tome 1 déjà, il fait un hamburger Rossini. Donc voilà, je vous laisse imaginer avec le foie gras, la pièce de bœuf et tout ce qui va bien. J'ai eu la dalle tout le long de ce manga. C'est incroyable. Je l'ai refermé, j'avais faim. Je suis allé me coucher après, j'avais faim encore. C'était pas possible. Et t'as rêvé de burger toute la nuit. Mais voilà, donc voilà. Ça s'appelle Today's Burger. C'est signé Umetaro Saitani et Rei Hanagata. C'est aux éditions Soleil et en même temps, donc du coup, il y a un autre manga qui sort qui s'appelle La Reine des Gyoza. Mais en fait, c'est ça qui est un peu étonnant. C'est des mangas qui ont une thématique très pointue sur la nourriture. C'est un plat, pas un autre. Alors que jusqu'à présent, que ce soit la cantine de minuit ou le chef de Nobunaga dans une certaine mesure ou Food Wars, enfin, tu savais que y avait une farandole, quoi. Ils testaient différentes cultures, différentes plats, différents ingrédients, et là c'est vraiment le burger, les gyoza, enfin j'espère que ça va être, c'est le retour de Yakitate de Japan, quoi. Ouais, voilà, c'est le ça. pain, un pain c'est tout. Alors tu vois, dans Yakitate de Japan t'avais énormément d'humour, t'avais plein de vannes. Là c'est pas le jeu, là on est un peu plus proche des Gouttes de Dieu par exemple.
Ah oui, voilà. Ou le restaurant du bonheur qui était sorti il y a très longtemps chez Doki Doki. Oui. Ou Aya conseillère culinaire. Oui. Vous vous souvenez de ce D'accord. titre-là? Alors pour ceux qui s'en souviennent, hein, et bien on est dans cet esprit-là et voilà, et c'est sorti la semaine dernière, Today's Burger. Bon appétit. Et franchement, non, ça donne. Alors moi j'adore fabriquer des burgers en plus. Ah. Tu sais, faire du burger maison, faire mon pain, faire tiens dans ce steak je vais mettre autre chose pour une fois, je vais essayer de réfléchir à un autre. Enfin bref. Tu me donnes faim maintenant. Alors qu'on sort de table aussi Oui, pour voilà. cette émission. Et voilà, toute cette façon de faire les burgers. Il y a 1 million de façons de faire les burgers. Et c'est fait très amoureusement en plus dans le manga. Et ça m'a donné faim et ça m'a encore plus passionné pour les hamburgers. Donc, je pense que je vais en faire cette semaine d'ailleurs. Je donne cette info. Si jamais il y a des gens qui mangent avec moi ici, cette semaine il y aura des burgers au menu. Attention. Autre manga, parce que je vois que l'émission file. Il faut qu'on avance un petit peu pour aller au bout de notre liste. C'est les survivants d'Ormélion, Julie, de Gombe Shinkawa et Daichi Chikamoto, qui était fini en 2 volumes. L'histoire, est-ce que tu peux me la faire? Oui, alors ça vient de se finir vraiment, c'est au début du mois là, puisque donc le dernier chapitre a été mis en ligne sur le site de prépublication de la série au Japon. Donc oui, c'est une histoire dans un monde fantastique. Il y a une espèce de une marche, donc tenue par un margrave, donc qui est situé en lisière d'une forêt interdite, une forêt maudite, et le jeune fils du chef, quoi, donc Aglidios, découvre son village décimé par un mal inconnu. Et persuadé que c'est la sorcière de la forêt interdite qui est la cause de son malheur, il part à la chasse. Et ce jeune homme est très plein de ressources, il a très très envie d'en découdre. Et lui, il est Neketsu ou pas? Oui et non, mais en tout cas, quand il s'agit de faire le taf, il est fiable. On va dire ça comme ça. Et et en fait, il va très vite déchanter, puisque la sorcière qu'il pensait être affreuse, combative, agressive, n'est pas du tout comme il l'attendait, et il va devoir remettre en question en fait tout ce qu'on lui a appris. Et tout ce qu'on lui a appris de gestion de crise, de gestion de situation de crise. Et en fait, c'est assez étonnant comme titre, parce qu'il mélange effectivement beaucoup de choses différentes. Moi, j'avais craqué parce que je trouvais que le titre japonais claquait vraiment. C'est Kishi Tomazo Aiki no Koru. Donc, le chevalier et la sorcière vont survivront. Mais là, du coup, on a le pitch. Bah oui. Ouais, c'est un isekai. Mais je trouve que c'est. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait une espèce d'assertion qui était très forte alors que tu savais pas trop vers où t'allais. Mais tu vois, moi, finalement, entre ce titre japonais et les survivants d'Ormélion, je sais pas, moi, je trouve que les survivants d'Ormélion, il y a un petit cachet en français comme ça, un peu chouette. Et ce qui est top aussi, c'est que moi, j'ai trouvé que dès le départ, on a des illustrations qui sont très très belles, qui montrent aussi le genre d'univers dans lequel ton imaginaire va se déployer avec ce titre-là. Et là, peut-être le dessin du manga en lui-même est un peu plus brouillon, un peu plus brut. Moi, ça me gêne pas, j'aime bien ce genre de traits, mais c'est vrai que ça n'a pas une netteté de certains autres titres qu'on a évoqués jusqu'à présent. À côté de ça, je trouve que le dessin est hyper généreux. Il y a des idées sur l'utilisation de la magie, de l'univers qui est proposé, des créatures qui sont montrées, qui est vraiment sympa. C'est vraiment comment tu évolues dans un univers fantasy avec la magie à disposition et donc tous ces mystères en fait. Parce que même si toi tu es un habitant de ce lieu, de cette forêt, etc. En fait, tu pites rien à la magie, ou il y a des choses qui sont des convictions et qui sont fausses. Et la question, c'est vraiment comment on se remet en cause. Et je trouve que c'est génial aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Aglidios. Après, petit à petit, il va s'entourer de plusieurs personnages, etc. Mais il y a une espèce de esprit chevaleresque qu'il incarne, qui est... moi, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage qui reste
droit dans ses bottes, quoi, mais de façon pas obtuse et ridicule, mais vraiment quelqu'un qui dit non mais attends, il y a des règles, on respecte les règles et point barre, et sans pour autant être hautain, comment dire, il sait, comme tu disais tout à l'heure, enfin, il est agressif sur commande, enfin, genre, s'il est en mode combat, il est en mode combat, donc bon, c'est très intéressant, et en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un univers qui était vraiment très, comment dire, palpable, qui est vraiment qui est rendu vivant par tous ces personnages, par toutes ces situations qui sont vraiment, enfin, il y a une espèce de charme qui est propre à ce manga que je saurais pas expliquer, mais moi j'ai bien aimé. Les survivants d'Ormélion aux éditions Saka Casterman. Il nous reste quelques titres à donner. On va essayer de faire vite sur cette fin d'émission. On va pas en débattre. On va avancer vite avec numéro 6. Numéro 6, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce manga. C'est une œuvre qui a été espérée il y a peut-être une dizaine d'années en France et qui est jamais arrivée. Voilà, elle arrive maintenant, c'est bon, elle est là. À l'origine, c'est des romans d'anticipation. Très vite, on a une ellipse temporelle avec une histoire de traque, etc. Pour vous faire le pitch du tout début de l'histoire. Après, il y a eu un animé, donc vous l'avez peut-être aussi vu à travers ça. On est dans une troisième guerre mondiale. Il y a la majorité de la surface habitable qui a disparu. Les humains qui ont survécu ont instauré un traité qui bannisse l'armement militaire. Shion est un jeune garçon de 12 ans, un QI très élevé. Il a été promu et grâce à son intelligence, il peut vivre avec sa mère dans un quartier luxueux où ils sont, dans la 6e région habitable restante sur cette terre-là. Et la nuit de son anniversaire, il rencontre un jeune garçon du même âge qui est blessé au bras et il en prend soin, ni une ni deux. Il se pose pas de questions. Et justement, d'habitude il aurait dû se poser des questions et là il s'en est pas posé. Il a décidé de l'aider, de ne pas le dénoncer parce qu'en fait ce garçon est un fugitif, Nezumi, et contrairement à ce que le bureau de sécurité va dire, il ne s'est pas échappé lors d'un transfert au camp correctionnel. Il y a beaucoup plus derrière cette histoire et cette histoire continuera 4 ans après. Et c'est là que le manga démarre vraiment. Voilà, chouette titre qui avait eu vraiment beaucoup de popularité il y a quelques temps, qui était attendu depuis très longtemps. Bah ça y est, voilà, les 9 tomes vont sortir aux éditions Vega désormais. Autre titre connu pour son animé, c'est Eizouken, pas de touche à nos animés. Un manga connu parce que c'est Yuasa qui a fait la série animée. Et donc forcément, bah ça envoie. L'histoire est celle de Midori qui en première année de lycée, elle est passionnée d'animation et elle est pleine d'imagination et elle passe son temps à dessiner dans son carnet de croquis. Son objectif, c'est de créer son propre dessin animé, mais seule c'est mission impossible. Et son amie, l'impassible Sayaka Kanamori, elle est uniquement intéressée par l'argent, mais elle va l'aider en tant que productrice. Et un jour, elles font la rencontre de Tsubame, qui est une autre fille de leur âge et qui est douée pour donner vie à des personnages. Et elle rêve elle aussi d'autres horizons, notamment de devenir animatrice. Donc une fois réunis, voilà, c'est le déclic pour le trio. Donc voilà, c'est pourquoi pas maintenant monter un club au lycée afin de lancer son projet de création d'animé. Il faut savoir que le manga, contrairement à l'animé, est un peu plus lent que ce que Yuasa en a fait, et surtout il est toujours en cours, le manga, parce que l'auteur ne sort quasiment qu'un tome par an à peu près. Il prend son temps. Mais c'est super chouette aussi. Enfin voilà, si vous avez plongé à l'époque dans ce qu'a fait Yuasa sur Eizouken, vous pouvez aussi vous pencher sur l'animé. J'essaye de me dépêcher un petit peu. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots sur Cherry Magic? Juste le pitch est très drôle. Je vous le fais. C'est une comédie romantique. La légende urbaine raconte que si vous êtes vierge à 30 ans, vous développez un pouvoir magique. Et donc pour Adachi, cette rumeur est devenue une réalité. Depuis peu, il peut lire dans les pensées de tous ceux qui le touchent. C'est pas facile à vivre tous les jours, dans le métro le matin ou dans n'importe quel autre contexte de la vie quotidienne. Je vous laisse imaginer dès que quelqu'un vous touche dans la rue et que vous êtes parasité par ses pensées. Les situations s'avèrent assez cocasses donc. Et un jour, il découvre que son collègue a le béguin pour lui. Est-ce qu'il va gérer ses sentiments de manière normale, classique? Est-ce qu'il va surprendre?
On ne sait pas. Pour ça, il faut lire Cherry Magic, que toi, t'as bien fait marrer. Oui, et puis en plus, ça commence assez doucement. Hein. Je veux dire, c'est un mec lambda qui découvre que son super collègue, brillant, charmant, séduisant, tout ça, a le mec pour lui, le mec lambda, qui est plutôt à 30 ans. Et je trouve que ça me fait rire parce que je me dis, punaise, mais le Japon, le nombre de gens qui ont des pouvoirs psy en ce moment, ça doit être assez grosse augmentation oui, voilà. En plus Fukushima, alors là on est les X-Men, mais bon, blague à part, c'est une histoire qui commence doucement et alors moi j'ai découvert il y a pas très longtemps que en fait la série était toujours en cours au Japon et qu'il y a déjà 12 tomes de sortie, donc c'est vraiment une comédie. Et je trouve qu'une comédie sur ce thème-là de l'homosexualité, en tout cas, vu le tour que ça en prend, et qui dure aussi longtemps, c'est assez original pour être relevé, quoi. Les dessins sont très agréables, les lectures sont très fluides, il n'y a pas de choses hyper choquantes, pas du tout, en tout cas pour ces tomes-là. Et on est vraiment sur de un délire de rom-com, quoi, et qui est quand même assez frais et sympa. Pour finir cette émission, Cherry Magic, c'est aux éditions Akata. Pour finir cette émission, on va juste name dropper 2-3 titres comme si Naruto. par là. Non, des nouveautés. Naruto. Non, des nouveautés. Oh là là, calme Cagnard. Non, de quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé du gros chat et de la sorcière, mais oui, trop mignon. Aux éditions Doki Doki, voilà, trop mignon. La sorcière grincheuse. Et la sorcière grincheuse, pardon, c'est vrai. De 2001 Night Stories ressort aux éditions Glénat. Vous savez, à l'époque, c'était sorti uniquement dans un superbe coffret ultra limité à 200 €. Bon, ça me dit quelque chose. Le manga est de retour, de Yukinobu Yoshino, qui avait fait Blue World. Voilà. Notamment Blue Hole et Blue World. Qu'est-ce qui est sorti d'autres? Réédition de Craig Freeman à venir aussi, toujours chez Glénat. Il y a Le Voyage de Shuna, qui est un manga de Miyazaki qui sort aux éditions Sarbacane aussi, il faut pas passer à côté. Shadow of the Ring, le titre du manga ne va pas forcément vous parler, mais si on vous dit que c'est par l'auteur de Root End, yes, allons-y. Voilà, là il y a quelques auditeurs qui devraient faire ah oui, Root End, ça c'est bon, je l'ai. Candy Fleury, qui est un manga du Jump aussi, sort à la réédition de Mars, également aux éditions Panini. Panini revient avec Demon Slayer aussi. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, la 17e réédition déjà. Non, j'exagère. Réédition de Sunken Rock également. Ça aussi. Réédition de Vampire Knight également. Ah oui, ça c'est fou. Vampire Knight, on l'avait pas vu venir. Dans les créas, il y a Silence aussi. Il faut la regarder un œil dessus dans les nouveautés à venir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et puis voilà, on a fait un peu le tour. Et puis donc on fera une émission consacrée entièrement à Akane Banashi. Yes, et à l'habitant de l'infini. Et à l'habitant de l'infini encore après. Encore après. Chacun son mois. Voilà. Octobre pour Akane Banashi, novembre pour l'habitant de l'infini. Et comme ça, tout le monde est content. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour là? Non, mais on n'a pas le temps. Non. Est-ce qu'il y a d'autres mangas? Est-ce que par exemple vous vouliez parler de All Out, le manga de rugby, comme on est en pleine Coupe du Monde de rugby? J'avoue, c'est intelligent parce que c'est un vieux manga finalement. Hein. Il est de 2015 ou quelque chose comme ça. Et donc c'est pas mal de l'avoir sorti là en mode hey, grosse Coupe du Monde. Bah voilà, Coupe du Monde de rugby. Si vous voulez un manga sur le rugby, il y a All Out qui sort. Vous en avez d'autres en tête ou on a fait vraiment le tour là? Là, je pense que j'aimerais avoir du temps pour lire les suites de ce qui est sorti. Ouais, c'est plus ça. Moi, je suis plus sur les suites là. Mais on va se pencher de toute façon à partir de la semaine prochaine. Déjà cette année, juste pour l'instant, au point où on en est sur nos lectures. Alors, il faudrait qu'on fasse un bilan de lecture là. On n'a pas énormément de coups de cœur. J'ai l'impression. Pour le moment, c'est assez tempéré, mais en même temps, il y a des trucs assez originaux aussi. Donc, des trucs sur lesquels il faut miser et qui ont peut-être pas des démarrages aussi shiny qu'on aimerait. Mais je suis d'accord avec toi. Hein, c'est un peu moumou, on va dire, pour le moment. Mais moi, j'ai toujours confiance, surtout avec les tomes 2, 3. Souvent, on a des bonnes surprises. Et la semaine prochaine, on fera donc un point sur les ventes de mangas sur ces 12 derniers mois.
Voilà, là on va revenir un petit peu sur le passé. Time Machine. On vous fera des petits classements, des choses comme ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir fait le point sur la rentrée. Merci Cagnard, merci Julie. Merci Maximilien. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. Ciao, salut. Salut.